à tous et merci encore de votre fidélité à School TV. C'est donc reparti pour un nouveau numéro du MAG, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans l'Action Éducation, on s'intéresse à l'école en zone rurale. Voici le sommaire. L'éducation nationale doit réinvestir absolument la France périphérique. C'est le cri du cœur de Jean-Baptiste Noyac. L'entrepreneur a ouvert un collège pour les enfants, justement, de ces zones rurales. Irina Capron sort sa loupe. Ce sera dans un instant. Quelle est la situation dans ces territoires dits oubliés? À la Fère, dans l'Aisne, 40% des jeunes sont en décrochage scolaire. Comment remettre ces ados sur le chemin des classes? Comment réenchanter l'école? On répondra justement à toutes ces questions dans un instant. Et puis on s'arrêtera également sur les internats qui accueillent en priorité des élèves qui vivent en grande ruralité. Pratiques, ils permettent surtout un accompagnement au plus près de ces besoins des élèves. Gros plan sur le label internat d'excellence. Ce sera également dans un instant. On est avec Jean-Baptiste Noyac. Bonjour, merci d'être avec nous. On va justement parler de votre école et je crois de vos écoles, car une deuxième doit voir le jour deuxième qui est très ouvert. prochainement. Bonjour Patrice. On en parle dans un instant. Irina avec sa loupe. Alors, qu'est-ce que la Fondation Excellence Ruralité? Alors, la Fondation d'Excellence Ruralité a été créée en 2017 par Hervé Catala et Jean-Baptiste Noyac, notre invité aujourd'hui. Ah, faut pas dire de bêtises alors. Le but, et non, je vais essayer. Je rigole. Le but de cette fondation est de lutter contre la fracture territoriale en développant des écoles d'excellence ouvertes à tous. Elles sont implantées dans des territoires de France métropolitaine. Elles accueillent en priorité de la primaire au collège les enfants issus de milieux défavorisés ou en souffrance dans le système classique. Quel est le projet pédagogique? Alors, le projet pédagogique repose sur 5 piliers. Offrir un cadre apaisé et propice au travail. Les écoles ne dépassent pas 150 élèves et 15 enfants par classe. Les professeurs ont également le rôle d'éducateurs. Les élèves doivent porter l'uniforme et utiliser le vouvoiement. Les écoles d'excellence ruralité offrent une exigence académique personnalisée avec un suivi individualisé, une maîtrise des savoirs fondamentaux, une solide culture générale et une capacité à penser par eux-mêmes. Éduquer à la liberté, c'est le 3e pilier. Les écoles excellence ruralité cherchent à former des adultes libres et responsables. Former une communauté éducative organique, cela signifie que les professeurs ont une relation particulière avec les parents d'élèves, dans le sens où ils peuvent s'échanger des SMS ou participer à des ateliers spécifiques. Et le dernier pilier, c'est enraciner. L'école favorise la valorisation de leur héritage local avec un enseignement de l'histoire de France afin de leur transmettre l'amour du pays. C'est pas sympa, on vous a mis la pression. On creuse tout ça dans l'expression orale. Et on est avec Jean-Baptiste Noyac, qui est le cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité. Comment vous est venue justement cette idée du cours Clovis? En fait, j'étais en 2015, je travaillais dans un réseau d'écoles déjà qui intervenait dans les banlieues, dans les zones urbaines sensibles. Vous êtes toujours baigné dans le milieu de l'éducation au final? D'abord, j'étais chez IBM pendant 2 ans, et puis j'ai changé. En fait, j'étais pas à ma place. Je cherchais du sens dans mon boulot. Vous faisiez quoi chez IBM Je vendais des logiciels aux PME. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Vous êtes passé de vendeur du coup? Voilà, c'est ça, de vendeur. Et puis en fait, je cherchais du sens. J'avais toujours été très intéressé par toutes les questions liées au bien commun, liées à l'intérêt général. D'accord. Et il y a ce réseau d'écoles qui se développait donc pour créer des écoles, mais utiliser en fait l'éducation au service de l'intérêt général dans les zones urbaines sensibles. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint ce réseau-là. Et puis j'ai rencontré en 2015 Christophe Guilluy, que vous connaissez peut-être. Bien sûr. Ce géographe qui est le premier en fait à avoir conceptualisé l'idée de France périphérique pour décrire ces territoires qui sont en dehors des grandes métropoles et qui sont un peu ce qu'on appelle les perdants de la mondialisation. Alors justement, pourquoi cette volonté d'agir dans ces territoires dits oubliés? En fait, moi, j'ai passé toute mon adolescence dans les champs de betteraves autour de l'aéroport de Roissy, donc je me retrouvais pas mal dans la description que Guy lui faisait de cette jeunesse. Ouais. Et puis, je me suis dit, mais en fait, des gens qui interviennent dans les zones urbaines sensibles, il y en a beaucoup. C'est des problématiques qui sont déjà très identifiées. En revanche, dans ces territoires périphériques, il y a un peu moins de monde. Et voilà, on a monté une équipe de jeunes professeurs et on s'est installé dans les locaux d'un ancien Lidl à La Fère. On a retapé ce Lidl, on a mis des Algeco sur le parking, ça a fait une cour de récré et des classes. Et puis, on a commencé comme ça avec 11 élèves. Et on en accueille maintenant 70 et on en aura vraisemblablement une centaine l'an prochain. Wow, de 11 à 70 puis une centaine. L'affaire, pour qu'on comprenne bien, du coup, ça donne quoi en termes de chiffres? C'est, je le rappelle, une commune de 3000 habitants. Oui, exactement, 3000 habitants. C'est 50% de chômage des jeunes, 40% de décrochage scolaire. Donc on l'a choisi un peu pour ça. L'idée, c'est que on s'est dit qu'il nous fallait un endroit qui soit un peu un concentré des difficultés de ces territoires-là, pour que si jamais
ça marche là, ça marche ailleurs, quoi. Et donc c'est comme ça que maintenant, fort de cette expérience, de ces 5 ans dans cette école, on peut ouvrir désormais une deuxième école, cette fois-ci plutôt en Charente. Qui sera toujours hors contrat ou pas ? Qui sera forcément hors contrat pour démarrer, puisque quand vous démarrez, quand vous créez une école, vous êtes forcément hors contrat. Après, nous, on est vraiment demandeurs de pouvoir passer rapidement sous contrat simple notamment. C'est un contrat qui vous permet de conserver le recrutement de vos professeurs et notamment de pouvoir choisir des professeurs, pas uniquement sur leur réussite au concours de l'éducation nationale, mais également sur, bien sûr, leurs compétences académiques, mais aussi sur des qualités éducatives. Et c'est très important pour nous, parce que, comme vous le disiez, on a vraiment ce souci de créer une relation entre le prof et l'élève. En fait, on prend acte d'une chose, c'est que à notre génération, finalement, plus personne ne fait autorité a priori. Et le professeur a besoin de créer une relation avec son élève pour pouvoir asseoir son autorité. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir différents profils de professeurs là-dessus. Le cours Clovis n'accueille que de très faibles effectifs afin d'offrir aux élèves justement des conditions d'apprentissage optimales. Sur quels critères vous les recrutez ? Les élèves ? Oui. Le premier critère, c'est qu'il faut que ce soit des enfants du territoire. Et c'est pour ça qu'on se met dans des territoires qui sont particulièrement déshérités. C'est qu'on veut aller en premier lieu servir ces enfants qui n'auront pas accès en fait autrement à ces outils pédagogiques de qualité. Ça c'est la première chose. Ensuite, on prend tous les enfants. On n'a pas de sélection sur le niveau scolaire notamment, et non plus sur les difficultés de discipline, si vous voulez. Donc sur le papier, vous pouvez recruter tous les élèves s'ils font partie du territoire, c'est ça ? Sur le papier, on recrute tous les élèves du territoire. Après, s'il y a des élèves qui sont violents, on peut les exclure si jamais ils posent problème, si vous voulez, mais on donne sa chance à tout le monde. Vous décrivez une jeunesse détruite par plusieurs facteurs: écran, famille éclatée, histoire parfois difficile, pornographie, mais vous refusez l'explication uniquement sociale. Pourquoi ? Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a effectivement des grosses difficultés sociales, et c'est d'ailleurs dans cette logique-là qu'on est arrivé, où on s'est dit, il faut finalement, le décrochage scolaire est un peu une conséquence quasiment mécanique de la misère sociale. De fait, on avait des enfants dans les premières années qui étaient très blessés par la vie, qui avaient connu des choses très difficiles à la maison, que ce soit, à la maison et en dehors, mais dans leur environnement immédiat, que ce soit de la violence intrafamiliale, l'alcoolisme, même de l'inceste, il y avait des choses très dures. Mais le constat qu'on a fait assez rapidement, c'est que, donc, bien sûr, pour ces enfants-là, je dirais l'échec scolaire est quasiment mécanique, et le théorème de Pythagore est un peu secondaire quand on a vécu tout ça. Mais Dieu merci, même à l'affaire, c'est pas la majorité des enfants, loin s'en faut. Et on a vu arriver après de plus en plus de familles qui avaient dont les enfants étaient en grande difficulté à la fois, vis-à-vis de l'école, à la fois à cause du harcèlement. Il y avait une grande violence dans ces établissements, et ces enfants-là étaient particulièrement blessés. 80% de nos élèves de la première année avaient été victimes de harcèlement. Wow. J'ai un papa de la première année qui a été obligé de filmer son petit garçon en train de se faire tabasser dans la cour pour qu'enfin l'école prenne prenne des mesures. C'était du harcèlement scolaire aussi bien à l'école et aussi sur le plan numérique ? Oui, il y en avait également sur le plan numérique. En fait, les vecteurs importent peu, si vous voulez. Ils peuvent utiliser différents moyens. Généralement, ça passe d'un cadre à l'autre, vous voulez. Ce qui est important pour nous, c'est que même si ça se passe sur le plan numérique, c'est-à-dire en dehors de l'école, puisque les portables sont interdits dans l'école, même si ça se passe sur le plan numérique, l'école ne doit pas se défausser de ses responsabilités. Parce que de fait, on sait très bien que régler ces problèmes-là, si c'est par la justice, ça prend un temps fou. Et au final, il faut qu'à un moment, les adultes se saisissent du sujet. Et l'école, à notre sens, est le meilleur acteur pour ça. C'est-à-dire que c'est l'école qui, aujourd'hui, est en relation avec les deux enfants qui sont dans cette relation toxique. Et donc, c'est à l'école de se saisir du sujet, même si la relation dépasse le cadre scolaire. Quelle est la première chose à faire, justement, quand on accueille, et vous l'avez dit, des élèves, si je puis dire, cabossés par la vie ? La première chose pour moi, c'est d'abord de se mettre à leur écoute, c'est de créer une relation avec eux. Et c'est aussi de se dire que, cabossés ou pas, ces enfants, ils ont besoin qu'on les regarde comme des enfants qui ont un potentiel, et ils ont besoin qu'on soit exigeant avec eux. Et souvent, on peut avoir une indulgence qui est liée aux blessures que connaissent ces enfants. Et cette indulgence, finalement, ne les sert pas. Et il faut être particulièrement exigeant avec les enfants qui, justement, nous inspirent le plus de compassion, parce que ce sont eux parce que spontanément, on leur offrira pas cette exigence, parce qu'on aura tendance à se dire le pauvre, il a subi ça, il a subi ça, et de fait, c'est vrai. Mais c'est justement pour ça qu'il faut lui en demander plus. Mais j'imagine que ça demande une vigilance de tous les instants de la part des professeurs. Ça demande une vigilance, ça demande un état d'esprit, ça demande aussi un détachement. C'est pour ça qu'on cherche vraiment à ce que nos professeurs, on recrute pas uniquement sur le diplôme
diplôme, mais on recrute aussi sur un entretien de motivation, parce qu'il faut qu'on connaisse nos professeurs, il faut qu'on soit en mesure de vérifier que ce sont des personnes équilibrées, parce que souvent, le risque, c'est de trop s'attacher à un enfant ou dans une relation déséquilibrée, effectivement. Donc c'est très important d'avoir des personnes équilibrées et de pouvoir les recruter sur d'autres critères que simplement leur compétence académique, qui bien sûr est essentielle, mais qui ne peut pas être unique. Jean-Baptiste Noyac, dans votre livre, il est beaucoup question d'exigence et d'autorité. Je vous cite, « Quand l'école ne transmet plus les codes et les savoirs de l'élite, seule l'élite peut réussir. Pourtant, l'éducation nationale a choisi de croire que l'exigence et l'autorité étaient des violences de classe. » Vous refutez ça ? Oui, je réfute. Je ne sais pas si l'éducation nationale, dans son ensemble, a choisi ça, mais c'est vrai que depuis les théories de Bourdieu, notamment, on a une forme de fatalisme qui a imprégné l'éducation nationale, avec l'idée que, justement, on explique tout par le milieu social. On dit, à partir du moment où tu viens de ce milieu social de manière quasiment déterministe, tu vas avoir ces difficultés-là. Et donc, finalement, ça incite à baisser les exigences. Et encore une fois, même si bien sûr on ne peut pas tout inverser, on ne pourra pas permettre à tous ces enfants de faire Polytechnique, et de fait c'est pas du tout l'objectif, eh bien on peut, en se montrant exigeant le plus tôt possible et de manière constante, eh bien permettre à des enfants de progresser. Et on l'a vu de manière assez nette. Moi je me souviens d'une petite fille qui est arrivée en CP, à la fin du CP, elle ne savait pas lire. Il l'avait fait passer. Non, elle n'est pas arrivée en CP, mais à la fin de son CP, dans la classe d'à côté, dans l'école d'à côté, il avait fait passer en CE1 alors qu'elle ne savait pas lire. Ensuite, à la fin du CE1, elle ne savait toujours pas lire, il voulait la faire passer en CE2. Et là, sa mère a dit, mais c'est pas possible. Stop, quoi. Stop. Attends. On ouvrait notre primaire, elle l'a mise chez nous, au bout de 3 mois, la petite fille savait lire. Mais réellement, je pense que ce qui a été fondamental, c'est qu'on ne s'est pas dit, c'est pas grave, on verra plus tard. On n'a pas lâché, quoi. Alors, on avait les moyens de le faire parce qu'on avait des petits effectifs, et il faut être très humble par rapport au. Enfin, je jette pas du tout la pierre à l'éducation nationale. Exactement. Tout à fait. Je jette pas du tout la pierre aux professeurs. Je pense que c'est la structure qui ne permet pas d'avoir ce suivi individualisé, quoi. Pas de portable, vous l'avez rappelé ? Ça vous arrangerait pas, ça, ma chère Prima. Le cours Clovis rétablit l'uniforme, vous l'avez dit, mais également le vouvoiement. Ouais. Le professeur, d'emblée, du coup, est respecté ? Ça suffit ? Je ne sais pas si le professeur est respecté par le vouvoiement. Je pense qu'il y a tout un tas de petits rites, de petites règles qui créent un cadre apaisé. Vous avez cet uniforme, en effet, qui fait que déjà, on n'a pas de harcèlement sur les marques, on n'a pas de comparaison comme ça. L'uniforme, c'est quand même hyper important. Moi, je ne m'explique pas qu'on ne l'utilise pas plus. Je trouve qu'en matière éducative, c'est fondamental. Ça permet d'inciter les enfants à se distinguer par ce qu'ils ont à l'intérieur et non pas par ce qu'ils ont à l'extérieur. On matérialise... Ça remet tout le monde sur un pied d'égalité ? Exactement. Et on matérialise la primauté de l'être sur l'avoir. C'est quand même formidable en matière éducative, si vous voulez. Donc je pense que ça, c'est un outil génial. Mais il y a aussi d'autres outils, et notamment beaucoup moins traditionnels. Cette relation qu'on essaie de tisser entre le professeur et l'élève, le fait d'avoir des professeurs éducateurs, et justement, je ne pense pas qu'il soit craint parce qu'il est, vous voyez, je pense qu'il est craint, et il n'est pas craint en fait, il est respecté en effet, mais parce qu'il entretient une relation avec l'élève, et que c'est parce qu'il va s'intéresser à l'enfant, jouer avec lui dans la cour. La première chose que nous disent les élèves, c'est quand il y a des journalistes qui viennent à l'école, ils leur demandent mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de différent à cette école ? Ils disent mais on s'occupe de nous. Non mais ici, c'est la première fois que j'ai un directeur qui joue avec moi au foot dans la cour, quoi. Et de fait, ça change quelque chose en termes de. Je l'ai vu faire le barbecue en début d'année, du coup je me suis dit tiens il a l'air sympa. Ouais c'est ça, mais clairement. Alors ça commence par le barbecue en effet. Et donc voilà, ça joue vachement cette relation qui est tissée et qui ensuite aide à la fois sur le plan éducatif. Vous parliez de toutes les difficultés éducatives tout à l'heure, que ce soit sur l'explosion de la violence juvénile, sur l'explosion des addictions liées aux écrans, sur l'éclatement des familles. Tous ces sujets-là, ça crée des défis éducatifs qui n'existaient pas avant. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi très indulgent vis-à-vis de l'école. On ne peut pas tout lui demander. De fait, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas d'elle. Mais il dépend d'elle de s'adapter ou pas à ces nouvelles règles du jeu, si vous voulez. Et moi, il me semble que le professeur, par sa relation avec les élèves, a un rôle à jouer. Et c'est non seulement nécessaire pour le bien de ses enfants, mais c'est en plus nécessaire parce que dans les apprentissages, on progresse mieux si on se sent considéré par celui qui vous donne des consignes. Irina. Justement, les professeurs ont un rôle à jouer par rapport aux élèves, mais aussi aux parents. En quoi ça consiste, les ateliers spécifiques dans lesquels les parents peuvent participer ? Ah, je vois que vous avez bien... Oui, je l'ai un peu charrié, mais je savais qu'elle avait bien travaillé.
Et en effet, on essaie vraiment de bâtir une vraie relation avec les parents. Donc d'abord pour que les enfants puissent être accompagnés dans leurs apprentissages, parce qu'en fait, si les parents sont pas derrière, ça complique quand même beaucoup les choses à la maison pour le travail à la maison. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que beaucoup de ces familles ont parfois le sentiment de ne pas être entendus par l'école et sont très demandeuses finalement d'être soutenues dans leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir leur donner le cadre pour être soutenus. Et donc, ces ateliers dont vous parlez, c'est une fois par période, donc avant chaque vacances scolaires, grosso modo, on fait un atelier des parents qui est entre l'atelier et l'apéro des parents, si vous voulez, mais on se retrouve... On y vient. Voilà, on y vient. On se retrouve vers 17-18 heures et puis on partage un casse-croûte et puis ensuite on a un intervenant qui vient et qui parle d'un sujet qui a été choisi la fois précédente par les familles, un sujet éducatif, mais un intervenant extérieur, un expert de ce domaine, que ce soit sur la gestion, par exemple, de comment exercer l'autorité à la maison, comment gérer les portables, comment gérer l'adolescence, comment gérer les sanctions. Parce que vous sentez que très souvent les parents sont dépassés ? Ils sont pas dépassés. En fait, on est tous dépassés. C'est des enjeux qui sont... C'est jamais simple. Mais ils se posent des questions, quoi. Et ils se posent des questions et ils ont besoin d'être aidés. Je pense qu'il y a une particularité en plus dans la France périphérique, c'est que les distances s'allongent. Et donc, finalement, on n'éduque jamais tout seul. On transpose, on essaye des choses qu'on a vu faire ailleurs. Mais cette distension du lien social fait qu'on a un réseau qui est beaucoup moins important finalement. On voit beaucoup moins de choses. Et donc ça permet de mettre en commun des bonnes pratiques, ça permet de partager, d'échanger sur ce qui est fait. Et ma foi, les parents en ont l'air assez contents. Pour rebondir justement sur la question d'Irina, est-ce que ces ateliers permettent parfois aussi de désamorcer certaines situations avec les parents? Parce que j'imagine que des fois c'est compliqué. Oui, ça arrive, mais c'est pas dans ce cadre-là qu'on peut désamorcer les choses. Mais en effet, il faut pas peindre un tableau trop idyllique. Il y a toujours des difficultés. Il arrive qu'il y ait des difficultés avec des familles. Mais ce que je crois, c'est que déjà, il faut quand même se dire que les parents, ils confient leurs enfants à une institution 8 heures par jour qui va les voir peut-être plus souvent qu'eux. Donc forcément, il y a une appréhension. Forcément, on peut comprendre qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils voient leur gamin qui rentre en pleurant. C'est normal qu'ils stressent et qu'ils soient un peu tendus. Donc le premier rôle déjà du directeur ou la directrice ou des professeurs, c'est d'apaiser les choses. C'est de comprendre ça, d'entendre cette inquiétude qui peut être légitime. Et puis ensuite, c'est de rappeler aussi le projet pédagogique, c'est-à-dire voilà, vous nous faites confiance, vous considérez que le travail qu'on va faire avec votre enfant correspond à ce que vous voulez, donc laissez-nous gérer cette chose-là. Après, s'il y a des sujets, on en parle, mais typiquement, là, je pense à un exemple récemment, M. Chanu, donc le directeur pédagogique, un papa qui venait d'arriver dans l'école. Son fiston, apparemment, s'était battu et avait été insulté par un enfant. Donc il était très remonté, il voulait arriver sur le parking et puis tirer les oreilles, enfin il l'a pas dit comme ça, du l'autre garçon. Et là, M. Chanu lui a dit, mais écoutez, moi je comprends tout à fait que vous soyez en colère. Vous arrivez ici parce que votre enfant a été victime de harcèlement. Au bout de 15 jours, il y a une bagarre. Parce que les bagarres, forcément, il y en a toujours. La question, c'est comment on les traite, surtout au début de l'année. Donc je comprends tout à fait. Maintenant, si vous faites justice vous-même, en fait, vous considérez que je n'ai rien à faire là. Et donc, vous n'avez rien à faire là, parce que vous considérez que l'école, en fait, ne répond pas, à notre pédagogie ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Et donc, le père a tout à fait compris, mais il faut trouver le temps de l'entendre, quoi. Il faut aussi trouver le temps, j'imagine, de repérer les signaux faibles. Vous avez parlé tout à l'heure de harcèlement scolaire. On rappelle que 80% de vos élèves ont été ou sont... Alors, de la première année. Ceux de la première année. Ouais. J'ai pas refait la stat, mais de fait, il y a quand même beaucoup. On a fait une émission il n'y a pas longtemps, justement, sur le harcèlement scolaire. Et c'est vrai qu'on nous a répété que parfois, les signaux faibles étaient difficiles à repérer. C'est aussi le cas, même dans une petite structure. C'est vrai. Alors, de harcèlement, on les voit quand même assez. En fait, on voit des comportements qui pourraient devenir du harcèlement, je pense, si nos professeurs n'étaient pas aussi présents. Mais typiquement, c'est arrivé d'ailleurs qu'on renvoie des élèves qui commençaient à harceler certains autres enfants, et avec lesquels on a essayé d'être patient et de concilier les choses, de faire en sorte qu'ils puissent s'amender.
mais au bout d'un moment, notre première responsabilité, c'est de protéger les plus faibles, quoi. On a l'impression que la punition, c'est pas trop le truc de l'éducation nationale. Au cours Clovis, on peut être puni? Oui, on peut être puni, et je dirais même qu'on doit être puni, et que la punition, en fait, on la doit à l'enfant, parce que, enfin, pas la punition. En fait, la punition, il y a un côté infamant, mais la sanction. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas utilisé le bon terme, mais la sanction. Oui, on doit être sanctionné parce que, vous avez lu Crime et Châtiment. C'est parce qu'on est sanctionné qu'on est réhabilité. Et finalement, en sanctionnant quelqu'un, on le prend au sérieux. On lui dit, voilà, tu as fait ça et tu mérites ça, mais après, tu seras de nouveau considéré comme membre de droit de la communauté, si vous voulez. Mmh. On peut être aussi étonné que cela arrive aussi dans la France périphérique, mais vous affirmez, Jean-Baptiste Noël, que les filles se mettent en pantalon pour ne pas se faire traiter d'eux. Le mot avec un P. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais très frappé, en fait, par la prégnance, à la fois sous l'effet de la culture rap, qui est très très agressive vis-à-vis des filles. Moi, je pensais pas que c'était aussi violent que ça. Enfin, j'avais quand même quelques petits souvenirs de mon adolescence. Oui, si. Mais misogyne, en tout cas. Voilà. Et puis la culture porno, qu'il faut bien dire, n'est pas non plus ce qui est le plus respectueux des demoiselles. Moi, oui, on constate qu'en fait, il y a une vraie crainte des filles sur la violence qui peut être attachée à la sexualité et sur le regard qui est porté sur elle. Du coup, il y a les mêmes problématiques en zone rurale que celles qu'on retrouve en banlieue? Je ne saurais pas dire. Moi, j'ai été un petit peu en banlieue. Je pense qu'il y a aussi des facteurs culturels en banlieue qui sont un peu différents. Mais malgré tout, la culture rap et la culture porno, pornographie, elle est prégnante dans toute notre jeunesse. Donc, oui. Ces dernières années, la France périphérique a été marquée par le mouvement des Gilets jaunes. On s'en souvient tous. C'est peut-être pas fini, ça peut peut-être repartir. Ils réclament moins de taxes, évidemment, mais dénoncent plus largement une absence de prise en compte de leur vie, de leurs problèmes, de leur réalité. En quoi est-ce que votre initiative répond aux enjeux actuels de cette France périphérique? C'est une très bonne question. En fait, si vous voulez, ça fait déjà 35, entre 81 et 2015, ces territoires-là ont été complètement ignorés des politiques d'éducation prioritaire. Donc on a laissé prospérer dans ces territoires des taux de décrochage scolaire très importants. Donc il y a déjà une question d'égalité et de justice. Il faut prendre en compte la difficulté de ce territoire. Mais non seulement il y a ça, mais si vous voulez, le manque d'exigence dont on parlait, l'impossibilité de faire émerger une élite issue de ces territoires, aujourd'hui, ça pénalise énormément notre pays. Parce que si on avait une élite enracinée qui était naturellement issue de cette France périphérique, eh bien on aurait intrinsèquement, si vous voulez, comblé cette fracture territoriale. Parce qu'on aurait une élite qui aurait un pied des deux côtés de la fracture, si vous voulez, entre les responsabilités et l'origine. Et du coup, c'est très important, en plus de ça, de répondre aux défis de cette génération, parce que les enfants de la France périphérique sont ceux qui vont être en première ligne des évolutions liées à la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire robotisation, c'est-à-dire, comment on appelle ça, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Oui. Et donc, il faut qu'on invente l'école de demain pour leur permettre à eux en priorité de s'adapter à cette nouvelle réalité. Je veux dire, sur nos élèves dont les parents sont actuellement chauffeurs de poids lourds, employés d'agences bancaires, ouvriers à l'usine, combien en fait pourront faire les mêmes métiers que leurs parents dans 15 ans? Très peu en réalité. Et donc il faut qu'on travaille, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup à développer en fait aussi les savoirs et les savoir-être dont ils auront besoin pour demain. C'est-à-dire que demain, vos élèves pourraient peut-être apprendre à coder, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une ressource. Moi, je pense que je ne sais pas s'il faut qu'ils apprennent à coder ou s'il faut d'abord ils développent les qualités qui leur permettent d'avoir une intelligence transverse et qui leur permettent d'appréhender les différents enjeux en fait. C'est pour ça que vous avez mis en place des ateliers manuels au collège? Alors exactement, on a les ateliers manuels. Alors ça a aussi un intérêt parce que justement ils sont un peu trop souvent dans le virtuel et c'est de les reconnecter au réel. Mais l'idée c'est vraiment de se dire que il faut développer en fait tout ce qui fait leur particularité d'être humain et ce rapport au manuel
ce rapport aussi à la relation aux autres. Et donc, on insiste beaucoup aussi sur ces savoir-être, ces compétences douces, en fait, qu'on appelle les soft skills, qui sont essentielles, en fait, pour conserver une valeur ajoutée demain sur la machine. Parce que on ne pourra jamais remplacer le relationnel, la faculté d'un être humain à entrer en contact avec les autres. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de développer. L'art oratoire aussi, en tout cas la capacité à parler en public. Tout ça, c'est des talents, en plus, qui se transmettent assez naturellement dans l'élite, par la fréquentation, par le réseau, mais auxquels n'ont pas accès ces enfants. Donc c'est aussi une question de justice sociale, à mon avis. Allez, l'info en plus. Et Irina, cette fois, vous allez nous parler d'un nouveau label qui distingue les internats d'excellence, mais qu'est-ce qu'un internat d'excellence? Alors, les internats d'excellence ont été créés en 2008 sous l'impulsion de Jean-Michel Blanquer, recteur à l'époque de l'Académie de Créteil. Il n'était pas encore ministre. Non, il ne l'était pas encore. Et ces internats sont des établissements dans lesquels les collégiens et les lycéens, issus de foyers modestes, des quartiers prioritaires et de zones rurales, sont accueillis dans l'objectif de favoriser au maximum leur réussite scolaire. Après leur journée de cours, les élèves internes bénéficient d'un accompagnement pédagogique individualisé. Les internats permettent également d'accompagner les élèves dans 3 domaines particuliers, la santé, le sport et la culture. Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pensez de ces internats d'excellence? Ça me semble être une très bonne initiative. Le sentiment que j'ai, c'est qu'ils sont destinés en priorité, je dirais, à l'élite des ruralités, et mais c'est une très bonne chose. L'idée, c'est aussi de faire émerger cette élite dont je vous parlais. Donc c'est une très bonne chose. Et la difficulté que je vois, en tout cas nous, pour nos élèves, c'est que je ne suis pas sûr que beaucoup iraient en internat. Oui. C'est pour ça qu'on veut avoir ce recrutement local. C'est que je pense que dans les milieux les plus modestes, l'internat, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à envisager. Mais je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut encourager. Et je crois qu'il a décidé de le généraliser dans plusieurs autres départements. Donc c'est une très bonne initiative. Ce que vous faites en zone rurale, on peut le faire aussi en ville. Ça pourrait marcher? Oui. C'est applicable? Oui. Je pense qu'on peut tout à fait le faire en ville. C'est des outils qui sont des outils de bon sens. La question aussi que j'entends derrière votre première question, c'est est-ce que ce modèle est réplicable à grande échelle? Tout à fait. Il me semble vous ouvrez une deuxième école, j'imagine que vous en ouvrez d'autres. Oui, on aimerait bien. De fait, notre modèle coûte moins cher qu'aujourd'hui. Un enfant inscrit chez nous, il coûte moins cher que dans le système public. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne met pas les priorités au même endroit, si vous voulez. On ne renouvelle pas les tables tous les 2 ans, c'est clair. On a des profs qui sont à la fois profs et éducateurs, donc on divise on économise un certain nombre de coûts de surveillance. On a des profs qui enseignent 2 matières au collège, dans les mêmes domaines, si vous voulez. Mais donc l'idée, c'est... Et puis on a... on n'a pas de personnel non enseignant, ou très peu. Alors qu'au niveau de l'éducation nationale, je crois qu'on est le pays avec le plus de personnel non enseignant, 2 fois plus que la Grande-Bretagne et 2,5 fois plus que l'Allemagne. Donc on a l'idée d'avoir une équipe concentrée sur la pratique pédagogique. Et à mon sens, c'est des choix qui pourraient être transposés, mais ça suppose une certaine déconcentration, en tout cas de donner plus de responsabilités, notamment dans les recrutements, aux chefs d'établissement. Merci beaucoup. Un grand merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans ce nouveau numéro du MAG. Jean-Baptiste Noaillat, cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité. On rappelle votre ouvrage. Excellence Ruralité. Et l'édition. Édition première partie. Et je vous remercie. Merci Irina, on se retrouve demain. Merci, oui. Je veux dire même chaîne, même heure, dès 9h du matin, effectivement, sur School TV. Toutes les émissions sont à retrouver sur schooltv.com. Excellente journée.